Bonjour, je suis Bernard Nomblot d'Universcience.tv. Nous sommes en direct de Madagascar avec Pascal Dantu. Pascal Dantu, vous êtes directeur de l'URP, l'unité de recherche en partenariat Forêt et Diversité au CIRAD. Vous travaillez à Madagascar sur l'étude de la répartition et la protection des baobabs. Alors, quand on regarde un petit peu la carte de répartition des baobabs sur Terre, on se rend compte que sur les 8 espèces de baobabs recensées, il y en a 6 qui ne se trouvent qu'à Madagascar, une autre en Afrique de l'Ouest et la dernière en Australie. Pourquoi une telle richesse à Madagascar en ce qui concerne les baobabs? La question est très difficile parce que le pourquoi, c'est vraiment la question qu'on se pose justement. On constate visiblement que les baobabs sont très nombreux à Madagascar, que la majorité des espèces, puisque 7 des 8 espèces sont présentes à Madagascar, puisque la baobab africain, qui n'est pas endémique de Madagascar, est aussi présent à Madagascar, mais on n'a pas vraiment d'explication. On ne sait pas aujourd'hui pourquoi Madagascar est le centre de cette biodiversité autour du genre adansonien, donc des baobabs. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça, je veux dire pourquoi aujourd'hui. C'est un constat qu'on a fait, on cherche des explications, on ne les a pas encore. Est-ce qu'au niveau fossile, est-ce qu'il y a toujours eu cette richesse en baobab à Madagascar? Est-ce qu'on a des fossiles pour nous en parler, pour nous raconter l'histoire des baobabs et de leur expansion sur la planète? Ou est-ce qu'on est toujours dans le vague à ce sujet? Non, on est complètement dans le vague. Simplement, on n'a pas trouvé de fossiles. Il y a beaucoup d'études relativement anciennes, mais relativement poussées, de palynologie, donc de recherche des pollens dans les tourbes ou dans les rivières, pardon, qui sonne, voilà. Mais on n'a pas trouvé de pollen de baobab, et il faut savoir aussi que le bois de baobab est un bois de très très mauvaise qualité qui se fossilise pas du tout. Le bois de baobab, c'est quelque chose qui n'a aucune consistance. C'est plutôt, pour donner un exemple, c'est plutôt du Balzac, autre chose. Et donc, un baobab qui meurt, eh ben, c'est justement les images que vous voyez derrière vous, là, ou derrière nous. C'est les traces d'un baobab qui est peut-être mort, qui était tombé il y a 1 ou 2 ans simplement. Et ils disparaissent complètement. Donc, il y a très très peu de chances de retrouver du baobab fossile. Donc on ne sait pas pourquoi il y a tant de baobabs sur Madagascar, mais c'est pas très important. Au bout du compte, on sait qu'il y en a des quantités. Alors, en Afrique de l'Ouest, les baobabs sont très utilisés. Est-ce qu'il en est de même à Madagascar? Est-ce que c'est un arbre dont on utilise toutes les parties? Oui, c'est un arbre très très utile. Il faut sortir de la tête des gens que le baobab c'est simplement un arbre un petit peu mythique, un petit peu extraordinaire que tout le monde connaît. Il faut savoir aussi que pour nous, c'est pour ça qu'on travaille sur cette espèce-là, que le baobab c'est une espèce qui a beaucoup d'intérêt pour les populations. Il est magnifique pour le chercheur, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il a avant tout un intérêt pour les populations. Les populations malgaches ont développé une culture autour du baobab, une culture dans plusieurs domaines. C'est un arbre qui a des usages nombreux, c'est un arbre aussi qui rentre dans l'ordre du cultuel à Madagascar. C'est un arbre sacré autour duquel se déroulent beaucoup de cultes. Mais pour revenir aux usages, on peut dire que un petit peu comme dans le cochon, tout est bon dans le baobab. Les populations prélèvent les feuilles à Madagascar essentiellement pour nourrir le bétail, alors qu'effectivement en Afrique, la feuille de baobab est un produit consommé puisque ça donne une espèce de sauce gluante qu'on appelle, je pense, l'alo au Sénégal et qui est très très consommée par les Africains. À Madagascar, il y a relativement peu de consommation humaine. Par contre, aucune consommation animale fourragère pour les feuilles, et puis le fruit de baobab, c'est une mine de vitamines. La pulpe du fruit, qui est une espèce, le fruit c'est une grosse cabosse, une grosse boule un peu dusteuse, qui contient donc une pulpe sèche, comme de la craie. Et cette pulpe peut donner des jus très 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 riches en vitamine C. Les graines elles-mêmes, qui ressemblent à des gros haricots, peuvent être torréfiés pour donner un café. Je dis pas que c'est le meilleur café que j'ai jamais bu, mais enfin bon, on peut les torréfier et les boire, et la graine est oléagineuse. Les graines d'une espèce particulière, en Didieric, c'est une espèce malgache, qu'on voit sur l'image, si je ne me trompe pas,
une espèce, est une graine qui contient presque 30% de matière grasse. Et donc c'est donc oléagineux. L'écorce est utilisée pour faire des cordages. Et les plaques de bois qu'on peut retirer d'un baobab encore vivant servent à faire les toits et les parois des cases à Madagascar. Et il y a un usage très très spécifique malgache qui est dans une zone très particulière autour de Bétiouk, au sud de Madagascar, où les baobabs sont creusés pour en faire des citernes. Ce sont ce qu'on appelle les baobabs citernes, une zone dans laquelle il y a très peu d'eau, c'est une zone très aride. Il n'y a pas d'eau de surface et les populations utilisent les baobabs comme une citerne. On fait une fenêtre à 3-4 mètres de hauteur dans le tronc du baobab, on creuse l'intérieur du baobab pour dégager un volume qui peut représenter plusieurs mètres cubes. Les plus grands qu'on a vus faisaient presque 9 mètres cubes. Et on creuse un trou au pied du baobab. À la première pluie, l'eau s'accumule dans le trou et les gens se précipitent pour stocker l'eau accumulée dans cette fosse pour la stocker dans leur baobab. Et c'est ce qui leur sert de réserve d'eau. Oui, c'est une citerne naturelle. C'est une citerne naturelle et c'est une citerne, et ces citernes dépendent de la vie et la survie des populations, puisque c'est leur seul moyen, ou l'un de leurs seuls moyens, de stocker à proximité de leur village et de leurs habitations de l'eau qui est une denrée très rare dans cette région. Alors j'ai une question qui m'est envoyée par un internaute, et c'est peut-être une colle. Pourquoi ce nom de baobab ? Alors, baobab, je crois que ça vient de l'arabe, et ça doit vouloir dire gros fruit, mais je ne jurerai pas, je ne parierai pas ma main gauche là-dessus. C'est un mot qui vient de l'arabe et qui doit vouloir dire gros fruit, je pense. J'avais lu quelque chose là-dessus, ou nombreuses graines, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement ce qu'il en est, mais effectivement, oui, ça vient de peut-être que l'arabe. j'ai une bêtise, effectivement. Mais j'ai les moyens de vérifier. Si je me retourne, je pense qu'il y a une Bible des gens qui s'intéressent au baobab, qui a été écrite par un Anglais qui s'appelle Vikins, qui est récent, et je suis sûr qu'il va donner l'explication. Je ne suis pas sûr de la retrouver rapidement, mais c'est clair que c'est quelque chose qui est connu. Non, mais cherchez pas. On va revenir à l'actualité immédiate. Donc le baobab est un arbre qui est utile, très utilisé. Et quelles sont les menaces actuelles qui pèsent sur les baobabs à Madagascar ? Les menaces sur les baobabs, elles sont bien sûr nombreuses. Madagascar, c'est le pays de la biodiversité que tout le monde connaît, et c'est aussi le pays de la déforestation. Bon, on peut avoir un discours un petit peu moins catastrophiste, et c'est un discours que je tiens quant à la déforestation à Madagascar, mais il est évident que le baobab qui occupe les forêts sèches, pour faire simpliste, de l'ouest de Madagascar, subit des pressions de déforestation très fortes. Mais avec le baobab a un rôle très très particulier et un comportement très particulier, ou plutôt les populations qui utilisent les baobabs ont un comportement très très particulier. Vous savez qu'à Madagascar, comme dans beaucoup de pays tropicaux, on pratique la défrichure brûlée, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le tave à Madagascar. Vous voyez derrière mon collègue Cyril Cornu qui est en train d'interviewer un paysan, une case dont le toit est fait en plaques de baobab. Une petite parenthèse. Donc je reviens à la déforestation. Madagascar, les populations malgaches pratiquent la défriche brûlée, c'est-à-dire que les paysans s'approprient une fraction de forêt, abattent les bois, les brûlent et transforment cette parcelle forestière en une parcelle de culture où ils cultivent du maïs comme on le voit sur les images. Mais et donc tous les arbres sont abattus et tous les bois sortis de cette parcelle sont utilisés soit pour faire du bois de chauffe, soit du bois de service pour construire les cases, les manches des outils, etc. Sauf le baobab. Le baobab, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un arbre qui a un très très mauvais bois. C'est du balsa, c'est très très léger, c'est une densité très très faible, je crois que c'est 0,17, c'est rien du tout. Et le bois de baobab n'a pratiquement aucun usage. Et donc les populations ont pris l'habitude de protéger, de laisser dans leur champ les baobabs. Et donc le baobab suit la déforestation, bien sûr, comme toutes les espèces, mais dans un contexte un peu particulier, puisque lui, contrairement à toutes les autres espèces ligneuses, est sauvegardé et conservé dans les champs des populations.
D'accord. Quelles sont, à votre avis, les mesures qui devraient être prises à l'heure actuelle pour une préservation des baobabs ou pour une conservation, pour éviter qu'ils ne soient sacrifiés au moment de ces feux de brousse qui permettent les mises en culture? Est-ce qu'il faut passer par une éducation des populations, par d'autres moyens de défrichement? Avez-vous des idées là-dessus? Oui, bien sûr, on a des idées là-dessus, mais disons que il y a rien de très très simple. La question de la déforestation à Madagascar, c'est une vieille question qui a plus de 100 ans. Je veux dire, il y a 100 ans que les botanistes, et même avant l'arrivée de la colonisation française, donc à la fin du 19e siècle, déjà on était alarmé par la déforestation à Madagascar. Et donc après 100 ans, après 120 ans, on n'a toujours pas de solution. Donc ça veut dire que c'est pas un problème super simple à régler. Les baobabs, pour les conserver, eh bien l'idée c'est effectivement ce qui se passe à Madagascar. De créer des réserves dans lesquelles la biodiversité peut être conservée, mais il faut bien comprendre qu'il faut trouver un équilibre qui est subtil à trouver entre les besoins que les populations ont à assouvir par rapport à la biodiversité. Les populations malgaches, paysannes très pauvres, ont besoin de la nature et de leur environnement, de leur écosystème pour trouver les moyens de leur subsistance. Et puis la nécessaire obligation de conserver cette biodiversité qui est unique dans le monde, qui est la biodiversité malgache. Donc il y a un équilibre à trouver. Peut-être que ce n'est pas forcément de faire des réserves très très fermées où on va conserver intégralement une biodiversité. C'est bien intégrer les pratiques des populations dans les écosystèmes pour que les populations puissent à la fois se nourrir en prélevant dans la nature dont elles ont besoin, en établissant des seuils de prélèvement, bien sûr, et puis conserver aussi cette biodiversité. Donc la question est beaucoup plus complexe que simplement conserver, ne pas conserver, éduquer ou ne pas éduquer. Oui, bien sûr. Effectivement, la question est plus complexe. Il est clair qu'il ne s'agit pas de créer des réserves de toutes pièces en expulsant les gens qui vivent sur place. Ça n'est pas une solution, ça a été démontré à plusieurs endroits. Donc je suppose qu'il faut trouver des solutions beaucoup plus médianes, si j'ose dire. Alors, quelque chose qui m'a frappé... Et je pense, et c'est complètement sur ce créneau-là... Oui, non, allez-y. Je veux dire, c'est tout à fait sur ce créneau-là. Ah, il y a un problème de... Non. Je me tais. Allez-y. Nous sommes d'accord. Alors, j'ai vu sur le film que nous passons, là, qui s'appelle Baobab entre ciel et terre, en utilisant des images satellites disponibles pour tous, vous avez réussi à montrer qu'on pouvait identifier à coup sûr les baobabs. Cette découverte vous dispense-t-elle d'une longue et difficile recherche sur le terrain, ou bien est-ce que simplement ça facilite vos recherches sur le terrain? Un petit peu les deux. Disons que Madagascar, c'est un pays qui est très grand. Il faut bien se rendre compte que Madagascar, c'est plus grand que la France et le Benelux. Donc c'est un pays qui est très grand. C'est un pays qui est plutôt montagneux, beaucoup de collines. C'est un pays où il y a très peu de routes, où les pistes sont très très mauvaises, donc où on se déplace très très mal. Et en fait, on peut dire, en étant un petit peu simpliste peut-être, que le discours, toute la théorie autour de la biodiversité à Madagascar, de son défrichement, de sa disparition, etc., a été établie par des chercheurs, par des collecteurs, par des botanistes qui se déplaçaient le long des chemins, souvent à pied, autrefois très très lentement, aujourd'hui sur des pistes mais très très difficilement carrossables, etc. Donc on a une vision relativement limitée de la biodiversité à Madagascar. La vision, c'est la vision qu'on a le long des pistes. Les prospecteurs rentrent un petit peu à l'intérieur de la forêt, mais bon, on n'a pas une vision globale. Et donc on a voulu un petit peu sortir de cette vision à hauteur d'homme donc on va essayer d'avoir un point de vue un peu plus élevé, et effectivement, un de mes collègues du CIRAD, Cyril Cornu, qu'on doit voir sur les images, a été interpellé et a pu prouver assez rapidement qu'il y avait une forte probabilité qu'on puisse visualiser les baobabs. Pas forcément toutes les espèces ligneuses, tous les arbres, on voit les arbres, mais les baobabs,
ont la particularité d'avoir une phénologie très, très particulière, d'avoir une forme très particulière, d'être des espèces dominantes dans l'écosystème de l'Ouest malgache. Et donc, on a la chance que, après les travaux de Cyril Cornu, que certains à 99% de chances de pouvoir reconnaître les baobabs dans un écosystème. Ils ne sont pas. Même, on va un peu plus loin, on a travaillé sur une seule espèce, c'est l'espèce qu'on voit dans les images là, on est à peu près sûr de pouvoir identifier le baobab de l'espèce Gandhiri. Voilà. Donc, c'est un constat qu'on a fait. Cyril Cornu a travaillé donc à Montpellier et il y a moins d'un an, on a fait une vérification de terrain. Et on s'est aperçu que les hypothèses que Cyril avait posées sont complètement justes. Donc on peut effectivement voir, compter, dénombrer individuellement sur des images à haute résolution, les images Google Earth. Oui, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne voit que les gros arbres, on ne distingue pas les petits. Donc ça nous donne un état du peuplement par rapport aux arbres adultes. On n'a pas idée, par exemple, de sa régénération, on ne voit pas les jeunes plantes, etc. À propos de régénération, une question d'un internaute qui vous demande quel est l'âge du plus ancien baobab. Je crois que c'est une... Alors, l'âge du baobab, c'est... Non. Pour l'origine du mot baobab, c'était une colle, parce que j'aurais dû le savoir et je l'ai un peu oublié, mais l'âge, non. Il y a quelques études qui montrent, en particulier des études qui ont été faites sur l'espèce du Sata, donc l'espèce africaine en Afrique du Sud, en Afrique australe, je pense que je ne suis pas complètement sûr de ça, qui ont montré, avec des datations en carbone 14, que un très gros baobab avait été daté de plus de 1200 ans. Donc voilà, c'est pour l'instant le plus vieux baobab qu'on a daté, qui était un très gros baobab, avait à peu près 1200 ans. D'accord. Donc on peut légitimement penser que les baobabs qu'on trouve à Madagascar, parmi les plus gros, ont raisonnablement entre 800 et 1000 ans, sans dire trop de bêtises. Où je pensais que c'était une colle, c'est parce que si je ne me trompe, et contredisez-moi si je me trompe, il me semble qu'il n'y a pas les anneaux de croissance que l'on trouve sur tous les arbres occidentaux, tout au moins, et qu'on ne trouve pas d'anneaux de croissance chaque année sur les baobabs. En fait, nous, on se pose vraiment la question de l'âge du baobab. Pas simplement parce que ça ferait bien de connaître l'âge du baobab, mais c'est parce qu'on a plein de problématiques scientifiques qu'il serait intéressant de pouvoir dater chronologiquement. Donc savoir ce qui est l'âge d'un baobab et savoir comment dater peut-être avec des critères plus visuels par rapport à l'architecture d'un baobab, etc. L'âge des peuplements, l'âge des plus vieux baobabs dans une zone nous paraissait très important. Et effectivement, il y a une étudiante malgache qui travaille sur la mise au point d'une méthode de détermination de l'âge des baobabs à partir de méthodes qui sont bien connues, de la dendrochronologie par exemple, avec un encadrement d'un encadreur belge, Hans Beckmann. Et c'est vrai qu'on a des difficultés, enfin qu'elle a des difficultés parce que l'anatomie du bois de baobab est une anatomie très particulière et beaucoup de parenchyme qui rend les cernes de croissance très difficile à lire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de croissance sur les espèces tropicales et qu'il y en a, par exemple, sur les espèces tempérées, mais simplement on peut dire que la lecture est beaucoup plus compliquée. Mais on espère bien y arriver dans les tout prochains mois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, quelqu'un me signale, un internaute me signale que les graines de baobab auraient une action contre le paludisme. Vous savez ce qu'il en est? C'est un bruit, c'est de la pharmacopée traditionnelle. Est-ce que ça a été confirmé? Disons que je suis un petit peu surpris. Je veux dire que je ne peux pas m'inscrire en faux à cela, mais pas à ma connaissance. Non, pas que dans la médecine traditionnelle malgache, on utilise les graines de baobab pour lutter contre le paludisme. J'ai vraiment pas l'impression. J'ai pas d'éléments qui vont ni dans un sens ni dans l'autre. Je n'ai pas d'éléments. Peut-être que cette... Mais je serais un peu surpris.
Peut-être que cette remarque vient de quelqu'un qui a entendu dire ce genre de choses ailleurs, en Afrique de l'Ouest par exemple, où c'est utilisé en pharmacopée traditionnelle. C'est possible, on ne sait pas d'où vient la question, Oui. donc difficile de savoir. Ceci dit, j'ai beaucoup de respect et d'intérêt pour tout ce qu'on entend, toutes les traditions autour du baobab et des autres plantes. Hein. Les médecines traditionnelles sont des médecines qui sont vraiment très, très riches d'enseignements et nous, chercheurs occidentaux, on a tout intérêt à écouter ce que disent ces médecines parce qu'on a beaucoup de choses à y prendre et à y apprendre. Mais par exemple, pour le baobab, sur le marché de Murundab, hein, c'est une ville de l'ouest de Madagascar, on trouve des dames qui vendent de l'écorce de baobab en disant que c'est riche en calcium et que ça va donc être bon pour le bébé ou pour les personnes âgées, pour leur donner un petit coup de fouet. On a fait quelques tests et on n'a pas vraiment trouvé que l'écorce était quelques dosages, hein, et on n'a pas vraiment trouvé que l'écorce était riche en calcium. Donc on peut prendre une grande partie de ce qui est dit dans la médecine traditionnelle, mais bon, parfois il y a des petites choses qui sont peut-être pas complètement réelles. Alors, quand on regarde ce film Baobab entre ciel et terre, il y a quand même un côté Indiana Jones quand vous allez sur le terrain avec des rivières à traverser, avec des ensablements, avec tout ce genre de choses. Est-ce que ce sont vos conditions habituelles de travail? Est-ce que vous êtes sur le terrain en permanence ou est-ce que vous avez aussi un lieu un peu plus tranquille, un peu plus normal pour effectuer vos recherches? Non. Bon, si on a fait un film sur la mission qu'on a fait l'année dernière avec Cyril Cornu pour aller vérifier cette hypothèse de repérage des baobabs à partir d'images satellites, et c'est parce qu'on était quand même dans un contexte et dans une opération qui n'est pas notre quotidien. Non, c'est vraiment des missions comme ça, on en fait une ou deux par an. On en prévoit une autre qui est à peu près du même genre, un petit peu Indiana Jones, un petit peu. Mais bon, à Madagascar, c'est le quotidien des gens qui vont se promener en brousse. Hein. Il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas grossi le trait, on n'a pas cherché à se faire plus aventurier que l'on est. C'est vraiment les conditions de travail à Madagascar des gens qui veulent faire de l'exploration botanique. Oui, on voit ça, un moment dans le film, c'est remarquablement expliqué en disant que demain on va aller à 120 km de là et on y sera dans 2 jours. Et effectivement, ça paraît tout à fait normal. Alors, quel est le pourcentage de travail, enfin entre le travail de laboratoire et les recherches sur le terrain? C'est de l'ordre d'1 pour 10, quelque chose comme ça? Écoutez, ça dépend. On a mis en place un programme scientifique assez général qui est très multidisciplinaire, qui a donc pour but de mieux connaître le baobab d'un point de vue scientifique, pour poser les modalités, poser les normes de sa conservation à Madagascar et de sa gestion durable de sa conservation à Madagascar. Donc dans notre programme, on se pose des questions sur le fonctionnement biologique du baobab et on s'aperçoit que le baobab est une espèce qui a des fonctionnements biologiques très très particuliers. Qui ne répond pas vraiment, c'est pas vraiment un arbre très très classique. C'est aussi un arbre, comme je le disais tout à l'heure, qui a des rôles avec lesquels les populations sont très très c'est un arbre qui nous pose plein de questions, donc il y a un équilibre entre les questions qu'on a formulées concernant une meilleure connaissance du baobab, de son fonctionnement et des relations que les hommes entretiennent avec le baobab, donc du travail qui se fait en partie sur le terrain, et puis après, bien sûr, des vérifications qui se font au laboratoire. Donc il y a dans l'équipe, je veux dire qu'il y a un relatif équilibre, mais je pense qu'il y a certains de mes collègues qui passent 50% de leur temps sur le terrain à échantillonner, à prélever des échantillons, à faire des enquêtes auprès des populations pour mieux comprendre les baobabs malgaches. Une question toute bête. Aujourd'hui, oui. Allez-y, continuez. Pardon. Aujourd'hui encore, on n'est pas, pour montrer le niveau de méconnaissance, hein, on n'est pas capable, je pense que nous on le sera dans les toutes prochaines semaines là, de représenter sur une carte l'aire de répartition des espèces. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a un gros travail d'acquisition de connaissances pour simplement orienter un choix de conservation d'une biodiversité, puisque il y a des cas où on s'est aperçu que cette biodiversité, on ne sait même pas encore où elle est.
En fait, c'est tout l'intérêt de cette interview, c'est qu'on voit en ce moment la science en train de se faire, si j'ose dire. Vous dites on ne sait pas, mais on va savoir dans quelques mois. On ne sait pas, on va savoir dans quelques semaines. C'est tout l'intérêt de cette recherche. Alors, pour en revenir au baobab, vous disiez tout à l'heure que certains baobabs sont vénérés. Est-ce que toute l'espèce a un statut spécial ou seulement certains individus? Non, certains individus. En particulier, quand on se promène dans la forêt. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est important de le savoir ça. Le baobab est une espèce forestière, intrinsèquement forestière. Le baobab, dans son état le plus naturel, vit au cœur de la forêt. C'est l'espèce d'étage dominant dans les forêts malgaches. Et quand on voit les superbes images d'un baobab, je ne parle pas du baobab africain, je parle des malgaches, d'un baobab sur un fond de savane, un coucher de soleil, etc., on peut se dire que le baobab est là dans un contexte vraiment très très esthétique, mais qui est écologiquement un petit peu tristouné, puisqu'il est le dernier marqueur vivant d'une forêt qui était là avant. Et d'ailleurs, dans nos problématiques, on envisage bien d'utiliser le baobab comme une archive environnementale, puisque comme je l'ai expliqué au début de cette interview, les populations laissent les baobabs dans les champs, et donc ils l'enregistrent dans son bois, dans ses cernes, à condition bien sûr qu'on arrive à lire ces cernes. Tout un tas d'informations dues en particulier peut-être au mouvement, aux allers-retours de la forêt, des défrichements, etc. Et donc dans notre programme, on a tout un volet qu'on essaie de mettre en œuvre qui consistera à utiliser le baobab comme une archive, lire l'histoire environnementale de Madagascar sur les peut-être 800 dernières années, puisque c'est à peu près l'âge que j'ai donné aux baobabs les plus anciens, l'histoire environnementale sur 800 ans à Madagascar. Voilà, donc c'est un de nos objets de recherche. Pour revenir à la question des usages, les populations, effectivement, vénèrent les baobabs, qui sont, comme je disais, les arbres dominants dans l'écosystème. Et en particulier, il y a beaucoup de légendes qui tournent autour du baobab, baobab planté à l'envers avec les racines en haut, baobab qui a des racines dans le sol et des racines dans le ciel et qui raccroche le ciel à la terre, etc. Mais d'une façon assez générale, le baobab est un arbre sacré, et dans l'ouest malgache, le baobab est plutôt un arbre qui est consacré, autour desquels se font des cultes liés à la femme et à l'enfant, à la maternité. Les études que vous faites vous montrent la répartition des baobabs, nous montrent les menaces, vous commencez à comprendre quelles sont... J'ai pas entendu. Je disais que les études le travail que vous faites vous montre quelles sont les menaces qui pèsent à l'heure actuelle sur les baobabs, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour les protéger, ces baobabs. Quelles sont vos actions auprès de la population? Est-ce que vous avez des contacts avec les populations locales pour parler avec eux de la préservation ou de la nécessité de la préservation des baobabs? Oui, on a bien sûr des contacts. Rien ne pourrait se faire dans notre recherche si on n'était pas très lié aux populations locales. Et je dois dire que le contact qu'on a, c'est plutôt nous qui sommes demandeurs d'informations auprès des populations. Notre job n'est pas de faire du lobbying auprès des populations pour qu'elles conservent les baobabs. Notre travail se situe un peu en amont de ça. Notre travail, c'est d'apporter des connaissances scientifiques, qui soient des connaissances biologiques, comme je disais tout à l'heure, ou des connaissances sociologiques ou anthropologiques, pour pouvoir poser les bases d'une gestion durable de la biodiversité. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un travail de chercheur, un travail très orienté vers le développement, mais un travail de chercheur. Donc, de pouvoir sortir des connaissances, pouvoir croiser les connaissances, pour pouvoir, in fine, proposer des modalités de gestion de cette espèce qui soient biologiquement pertinentes, mais aussi qui répondent aux besoins et aux besoins des populations et aux attentes à la nécessaire prise de traitement que doivent faire les populations dans les écosystèmes. Donc notre travail est un peu en amont de la
du passage de messages aux populations. Ça, notre rôle s'arrête à poser des prescriptions qui sont mises à la disposition de tous les acteurs du développement, les services forestiers, les politiques qui s'occupent de la politique environnementale malgache, les ONG qui essayent de faire des actions de conservation, etc. Mais c'est pas nous qui allons directement mettre en place nos recettes, si je peux dire. Est-ce qu'il y a des scientifiques malgaches qui sont associés à vos recherches? Est-ce que ce sont des recherches purement franco-françaises ou est-ce que ce sont plutôt des recherches qui associent les chercheurs malgaches aux chercheurs français? Ah non, notre travail, le contexte, notre déontologie de travail, c'est bien d'associer les partenaires malgaches et de travailler avec eux. Ce programme que je présente aujourd'hui est un programme qui a été co-construit avec les partenaires malgaches du FOFIFA, qui est l'équivalent malgache de l'INRA, et les partenaires de l'université de Tananarive. Et donc c'est bien un programme que l'on mène conjointement et qui est alimenté en grande partie qui alimente en grande partie des travaux d'étudiants qui sont tous des étudiants malgaches. Et l'idée, c'est bien de se servir de cette question de recherche autour des baobabs pour aussi former la future génération de chercheurs malgaches. À l'heure actuelle, dans l'unité, je pense qu'il y a 16 ou 17 thèses en cours qui sont toutes des thèses d'étudiants malgaches. Le travail est, pour résumer un petit peu ça dans une formule, on travaille à Madagascar, avec les malgaches et pour les malgaches. Et c'est bien ça l'essentiel de notre déontologie d'approche partenariale de notre travail à Madagascar. C'est tout l'intérêt de votre recherche, je pense. Si on parlait un peu plus généralement de Madagascar, en tant qu'expatrié, quand vous êtes arrivé à Madagascar pour la première fois, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Quand je suis arrivé à Madagascar, ce qui m'a le plus surpris, c'est que les Malgaches se lèvent tôt et se couchent tôt. J'arrivais d'Afrique, j'étais au Sénégal avant d'être à Madagascar, où il y a une vie nocturne assez dense, et quand on arrive à l'aéroport d'Ivat, l'aéroport de Tana, à 22h ou 23h, et qu'on va vers le centre-ville, on a l'impression d'être dans une ville morte. Donc, les Malgaches vivent vraiment au rythme du soleil, se couchent tôt, se lèvent tôt. Mais surtout, ça c'est une boutade. Ce qui m'a surtout surpris et ce qui est vraiment très prenant à Madagascar, c'est effectivement la richesse du pays, la richesse des paysages, la richesse des cultures, la richesse pas simplement de la biodiversité, mais c'est un pays d'une extrême richesse et d'une extrême variété, quelle que soit la zone dans laquelle on se déplace, qu'on visite les forêts de l'Est, ou les plateaux du centre, ou les forêts de l'Ouest, ou le Bouge du Sud, et en fonction de la saison, on a vraiment une multitude de paysages, une multitude de cultures qui rend le pays très 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 attachant. Effectivement, le pays a l'air extrêmement varié. D'ailleurs, quand on regarde une carte de répartition, on se rend compte que les baobabs sont essentiellement sur la côte ouest. Est-ce qu'il y a un régime, comme dans certaines îles, avec la zone sous le vent et la zone qui est protégée du vent et ça modifie la végétation? Oui, complètement. Madagascar, l'île de Madagascar, qui est une ligne un petit peu longue, verticale, avec un nord-sud, ça doit faire plus de 1100 km du nord au sud, a des forêts humides, sans pervirins, sur la côte est, des hauts plateaux qui sont plutôt des et des forêts sèches sur la côte ouest. Et les baobabs, et un bush xérophile très sec au sud. Et les baobabs, effectivement, occupent ces forêts sèches ou caducifoliées de la façade ouest de Madagascar. Une question d'un internaute qui me demande si les baobabs sont réellement menacés. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on voit une disparition du nombre de baobabs depuis qu'on a commencé à les compter ou qu'on a commencé à estimer leur nombre à Madagascar? Et est-ce qu'ils sont réellement menacés? Est-ce qu'ils diminuent? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Je ne sais pas par lequel commencer.
Il y a des espèces, il y a au moins 3 espèces qui sont sur la liste rouge de l'UICN et qui sont répertoriées comme des espèces menacées. Il y en a en particulier une, qui est l'Adansonia perrieri, qu'on trouve dans le nord de Madagascar, et je crois, on l'a beaucoup cherché cette espèce-là, et à l'heure actuelle, je pense qu'on a fait un inventaire qui est quasi exhaustif, on a trouvé moins de 100 individus de cette espèce actuellement sur le terrain. Donc, et comme c'est une espèce endémique de Madagascar, ça veut dire que la planète, à l'heure actuelle, porte allez, quelques centaines maximum, et je suis même pas sûr qu'on arrivera à 200 quand on aura vraiment fini tous nos inventaires. Donc, il y a vraiment des espèces qui sont menacées, oui, effectivement. Le deuxième élément de réponse, c'est que normalement, une espèce qui est en équilibre avec son environnement, une espèce forestière, a une répartition avec beaucoup de jeunes, et puis plus on va vers les arbres âgés, moins d'arbres âgés, une courbe avec beaucoup d'individus jeunes et peu d'individus très âgés. Donc pour nous, ça fait pour l'instant beaucoup d'individus de petit diamètre et très peu d'individus de très gros diamètre. Or, à Madagascar, pour les baobabs, on n'a pas cette courbe. On a une espèce de courbe de Gauss en cloche avec très peu de jeunes, donc ça veut dire un manque de régénération par rapport à ce qu'on attendait. Et bien sûr quelques vieux. Et donc des arbres qui ont beaucoup d'arbres qui ont un diamètre moyen. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui, alors selon qu'on est optimiste ou pessimiste, on dit que effectivement à Madagascar les baobabs ne se régénèrent plus. Ou alors peut-être, et c'est aussi une de nos hypothèses de recherche, que la démographie, la dynamique des populations des baobabs fait que, comme ce sont des espèces à très long cycle de vie, des espèces qui mettent beaucoup de graines, et bien peut-être qu'il y a des épisodes de sélection, de régénération, et qu'il y a des corps qui se mettent en place à intervalles réguliers, et que c'est donc assez normal que pendant un certain temps, on ne voit pas de jeunes. Voilà, c'est une hypothèse. Mais si on l'interprète d'une façon très négative, effectivement, il y a un déficit de régénération du baobab à Madagascar. Et il y a même certains botanistes, des glorieux ancêtres, comme Perrier-Nabati, qui ont dû écrire que le baobab était un fossile vivant. Et que les générations de baobab actuelles qui peuvent encore vivre plusieurs centaines d'années, ou les individus présents actuels qui vivent quelques centaines d'années sont encore présents, mais que effectivement il avait des doutes sur la régénération et la durabilité de l'espèce, des espèces. On a vu sur certaines photos d'énormes baobabs. Enfin, ils ne sont pas très hauts, ils ne paraissent pas très hauts, mais en tout cas ils paraissent extrêmement larges. Quel est le plus gros baobab que vous ayez rencontré ? Eh bien, le plus gros baobab, on l'a vu derrière, dans le film tout à l'heure. C'est Cyril Cornu qui l'a découvert lors de sa mission l'année dernière à Madagascar. Et il fait, j'espère qu'il fait toujours, 24 mètres de circonférence, ce qui fait 6 mètres de diamètre. Mais des forestiers malgaches nous ont juré qu'ils avaient vu et mesuré un baobab qui fait 35 mètres de diamètre. De circonférence, pardon. Mais celui-là, on ne l'a pas encore vu, donc pour l'instant, on reste dans le doute. C'est ça, c'est un mythe. Il vous faudra aller vérifier sur place qu'il existe bien et qu'il mesure bien cette taille-là. Complètement. Mais le jour où on a eu l'information, il aurait fallu marcher 2 jours pour y aller, 2 jours pour retour, donc 4 jours de marche pour aller mesurer un baobab. On a trouvé que c'était peut-être un petit peu cher payé. Je comprends bien. Encore une question. Je vous ai demandé tout à l'heure ce qui vous avait surpris quand vous êtes arrivé à Madagascar, mais maintenant que vous y avez passé quelques années, y a-t-il encore des choses qui vous surprennent ? Ah, tous les jours. Tous les jours. Je pense que Madagascar, c'est un pays, comme je le dis, excessivement complexe au niveau sociologique, au niveau de ses habitants, au niveau de ses cultures, au niveau de ses paysages, etc. Et Madagascar, c'est un pays qu'on ne connaît jamais complètement. Et effectivement, moi, je découvre Madagascar tous les jours, ou pas forcément tous les jours, mais à chaque fois que je vais en mission, je découvre des choses. Donc c'est un pays dont on n'est jamais rassasié, je dois dire. C'est manifestement un pays qui est très riche en paysages divers et variés, qui a une faune, une flore à la fois
quasiment unique et là aussi extrêmement varié. Je suppose qu'il doit y avoir des étonnements quasiment permanents. C'est sûrement un des endroits les plus surprenants de la planète. Il n'y a qu'à regarder les quelques images qui passaient dans le film qui montraient des lémuriens, ces animaux qui, qu'on le veuille ou non, nous amènent un sourire sur les lèvres. C'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Pascal, il faut savoir qu'à Madagascar, oui, j'allais dire qu'à Madagascar, le taux d'endémisme, c'est-à-dire la proportion de plantes qui n'existent ou d'animaux qui n'existent qu'à Madagascar, est de l'ordre de 80% en général, avec des pics pour les arbres à 90 ou même plus 95%, et pour les mammifères, dont les lémuriens, pratiquement à 100%. Donc on est vraiment dans un monde complètement à part par rapport à tout le reste de ce qu'on peut trouver sur la planète. Oui, ça fait un peu penser au monde perdu de Conan Doyle, mais ça veut dire en même temps que tous les envahisseurs qui sont venus à Madagascar, et Dieu sait s'ils ont été nombreux tout au long de l'histoire, puisque le peuplement de Madagascar est un peuplement asiatique, etc., etc. Ces envahisseurs sont venus les mains vides. Ils n'ont pas apporté leurs propres plantes à planter, ou tout au moins ils en ont apporté très peu. Ah non, je pense pas. Je pense que les paysages malgaches sont très très marqués par les plantes d'importation. Quand on se promène sur les hauts plateaux et qu'on voit à perte de vue des pins ou des eucalyptus, on a du mal à s'imaginer que ces espèces ont été introduites à Madagascar par des envahisseurs, comme vous dites, mais il y a moins de 120 ans. Je crois, je dis peut-être une bêtise, mais je pense pas me tromper de beaucoup, que le premier eucalyptus a été introduit à Madagascar en 1897. Et maintenant, l'eucalyptus est quand même une espèce qui marque les paysages des hauts plateaux de façon très 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 importante. Les pins ont été beaucoup d'essais de pins ont été faits dans la grande période du début de la colonisation, ou après la colonisation. Tous les colonisateurs ont testé, ont transporté des graines dans tous les sens à travers toute la planète, et les pins sont arrivés à Madagascar et ont commencé à être plantés à partir de 1920. Et il y a des zones de Madagascar où on ne voit à perte de vue que des pins. Donc non, les envahisseurs, comme vous dites, ont bien marqué leur empreinte biologique et végétale, je dirais, leur passage à Madagascar. Écoutez, Pascal Dantu, je vous remercie infiniment pour cet entretien. C'était pas facile au départ, nous avons pris un petit peu de retard, mais bon, tout ceci n'est qu'un mauvais souvenir. Je vous remercie donc pour cet entretien. Je vous annonce que le 25 mai prochain, nous aurons un autre direct sur universcience.tv, en direct de Moscou, une rencontre entre des chercheurs français et russes sur le sujet « L'homme dans l'espace, jusqu'où ?» Pascal Dantu, je vous remercie encore. Au revoir. Au revoir, merci.